Mère ou la mutation de la mort, chapitre 3, le mental des cellules. En fait, cette germination du mental des cellules, ce tournant capital dans le yoga de Mère et de Sri Aurobindo, capital au point que Mère disait, 3 ans après, en 1971, « Mais c'est radical, mon petit. Tu n'imagines pas. C'est comme... Je pourrais dire vraiment que je suis devenue une autre personne. » Une autre personne, à 93 ans, après avoir vécu les innombrables expériences que d'autres considéreraient comme un sommet. Cette simple, si simple chose et si fragile qui balbutiait dans le corps, ce mantra qui se répétait tout seul, est le vrai nœud de la bataille que Mère livrait depuis 1958. 10 ans. Ce n'est pas que ce mental des cellules n'ait pas tenté, maintes fois tenté, de supplanter le mental physique, mais chaque fois, il était comme réenglouti, ou au mieux, il obéissait passivement au mental supérieur et à la vision spirituelle, comme un bébé un peu écrasé par ses parents de lumière. Dégagé même du mental physique sordide, il se tournait craintivement vers la lumière, entre guillemets, supérieure, pour bien faire. Mais ce bien-là ne valait rien, ou tout au plus pouvait continuer à moudre éperdument de l'humanité supérieure, sanctifiée, purifiée, tout le vieux bric-à-brac évolutif amélioré. Il a fallu le nettoyage radical de 1968 pour que ces cellules soient délivrées du bien, entre guillemets, du mental supérieur, comme du mal, entre guillemets, du mental physique, pour qu'elles puissent être elles-mêmes, purement. Et c'est là où, vraiment, le miracle a commencé. C'est le secret que chaque homme, entre guillemets, de la prochaine espèce devra découvrir, et qu'il sera probablement plus facile de découvrir maintenant qu'un corps l'a mis à nu et a compris le formidable pouvoir et la formidable liberté qu'il y avait là. La cage fondamentale. Nous disons le mental des cellules, ou nous disons le mental intellectuel, le mental intuitif, le mental libéré dans son ciel tout là-haut, mais c'est un seul mental. Et le mot n'est peut-être pas adéquat. C'est une seule conscience, un seul pouvoir dans divers modes vibratoires ou dans divers milieux. Sri Aurobindo disait même que ce mental, entre guillemets, ou cette conscience-force, existait dans chaque atome et chaque particule. Cette conscience, ou ce pouvoir, a toujours circulé librement à travers la matière. En fait, c'est lui le constituant de la matière, cette énergie mise en équation par Einstein. Ce que l'on n'a pas mis en équation, c'est la conscience de cette énergie. Avec chaque espèce grandissante dans l'évolution,
depuis la petite boule de gélatine jusqu'à l'hominien. Ce pouvoir s'est concrétisé, enroulé d'une façon d'être ou d'une autre, une habitude vibratoire ou une autre, une certaine molécule qui fixait son circuit et semblait vouloir répéter pour toujours l'habitude prise, sauf quand par miracle ou par mutation, et les deux mots sont aussi creux l'un que l'autre, l'habitude craquait sur un point ou un autre, et une nouvelle espèce ou un nouveau type se mettait à enrouler et répéter une nouvelle habitude ou un nouveau mode vibratoire de l'éternel même pouvoir. Nos molécules et nos mutations n'expliquent rien. C'est la croûte extérieure du phénomène. Et l'on peut continuer ad infinitum de dépioter les molécules ou les particules et nous trouverons toujours autre chose qui cachait autre chose, qui cachait autre chose. Ce que nous ne saisirons pas, c'est la tension interne de la conscience qui produit cette rupture-là et pas une autre, à ce moment-là et pas un autre. Nous pouvons violenter toutes les molécules comme des démiurges en laboratoire, mais nous ne produirons pas ce qui suit l'homme. C'est aussi simple que cela. Nous n'aurons pas le secret de l'homme. C'est la limite exacte de notre science. De même que nous pouvons violenter et bombarder toutes les particules que nous voulons, mais nous ne maîtriserons pas la grande énergie, sauf pour en faire des engins mortels. Nous n'aurons pas le secret de la matière. Mais au niveau humain de l'évolution de ce grand pouvoir, il s'est comme tiré un rideau noir, une deuxième cage sur la première cage fondamentale, physiologique, propre à chaque espèce. Et ce qui est notre accident, entre guillemets, est aussi la clé pour démolir la cage fondamentale. Au lieu de laisser le pouvoir s'enrouler comme à son habitude chez d'autres mammifères, et suivre le petit circuit du mental cellulaire simple qui répète et répète ses saisons, ses mariages, ses pulsions et impulsions au sein d'un milieu ouvert où tout communique, sent, répond et vit dans une certaine harmonie qui pourrait bien nous paraître divine à côté de nos grincements, nous avons bâti la cage de l'ego, moi-je, et avons pris des tournures individuelles au sein d'une carapace de non-communication avec tout le reste. D'où toutes les complications, déformations, étouffements, peurs, etc., qui ont lentement formé la cage de plomb du mental physique depuis le Pléistocène, au point que le mental cellulaire ne pouvait même plus s'enrouler et enrouler ses simples habitudes saines sans que l'autre s'en mêle et vienne tout terroriser, médicaliser, hypnotiser et profondément traumatisé avec tous les artifices rendus nécessaires par son emprisonnement et toutes les habitudes fausses de son individualisation en rivalité avec tout le reste. Une mangouste n'a pas de mental physique.
Un homme en a un, diablement. C'est notre grande peine. C'est la vaste trame qui s'enfonce profondément dans la matière humaine, au point qu'on a l'impression que l'on ne peut pas extirper ça sans extirper la vie même de notre corps. C'est sur cette cage du moi-je que viennent buter toutes les philosophies, toutes les religions, toutes les sociologies. C'est pour y remédier ou la briser que l'on fait du marxisme des cieux, des enfers ou des démocraties ou des téléphones. Mais la vraie porte de sortie, la porte évolutive, est en bas. Nous l'avons vu, derrière ou sous la trame du mental physique, dans le mental des cellules. Et si nous brisions cette cage, nous retrouverions sans doute la liberté et l'harmonie heureuse de l'animal, et beaucoup d'autres choses que Mère a découvertes en passant à travers la trame. Là, c'est l'unité intégrale que cherchent en vain le marxisme, les religions ou nos équations. C'est le champ unifié d'Einstein. Mais, d'abord, l'évolution n'a jamais eu un sens rétrograde. Nous n'allons pas revenir à la mangouste. Et puis, il resterait cette cage fondamentale, cette structure digérante, vieillissante. Et c'est là où l'on comprend parfaitement le stratagème évolutif qui nous a fait faire cette transition douloureuse par le moi-je de la supercage. Contraint, un jour ou l'autre, par notre étouffement même, de sortir de la trame, nous nous trouvons avec un regard individuel, une compréhension individuelle du programme évolutif, devant cette substance première, cellulaire, dégagée de ces vieux fantômes, et nous faisons des découvertes que nul animal n'aurait pu faire parce qu'il se trouve parfaitement bien dans sa cage. Notre mal était notre suprême bien en cachette. L'agent mutateur. Les découvertes de Mère se sont échelonnées sur bien des années. Elles ont commencé longtemps avant 68, mais c'est seulement avec le balayage des derniers vestiges supérieurs du mental que ces cellules se sont trouvées subitement toutes seules, sans commandement, sauf ce qui pouvait jaillir de leur profondeur même. Dès lors a commencé de jaillir un formidable pouvoir, celui-là même qui animait les atomes et les petits hommes, ou les grands hommes et les saints et les sages, et tous les circuits évolutifs, mais à travers un filtre, deux filtres, des épaisseurs et des épaisseurs de filtres. Et il était là, pur, tel quel, tout puissant. Une puissance qui peut tout broyer et tout reconstruire. C'est en 1964 que Mère a touché pour la première fois ce soubassement cellulaire. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'à ce niveau-là, il n'y a plus d'expérience
personnel, entre guillemets. Bien sûr, il n'y a plus de personne là. C'est le monde entier. Et que lorsqu'on a une expérience là, c'est comme si, ce n'est pas comme si, c'est tout le champ terrestre qui a l'expérience, qui est mis en contact. Emer disait ceci en 1964. Quelque chose a commencé à descendre, pas à descendre, se manifester et pénétrer et remplir cette conscience terrestre. C'était d'une force, d'un pouvoir dont je n'avais jamais senti la même intensité dans le matériel, d'une stabilité, d'une puissance, tout dans le sens de la puissance et de la poussée en avant, le progrès, l'évolution, la transformation. C'était la joie du progrès. Dans cet ensemble, cette masse de l'expérience, il y avait, se détachant du reste, l'impression du gorille, de la puissance formidable de progrès qui fera de lui un homme. C'était très curieux. C'était une puissance physique extraordinaire, avec une joie intense du progrès. Cette joie des cellules, toujours, c'est la caractéristique essentielle de la conscience cellulaire, de la pousser en avant. Et cela faisait comme une forme simiesque qui s'avançait vers l'homme. Et alors, c'était comme une chose qui se répétait dans la spirale de l'évolution. La même puissance brutale, la même force vitale. Sans comparaison, l'homme a perdu tout cela complètement. Cette force de vie si formidable qu'il y a dans ces animaux, revenue dans la conscience humaine, mais avec ce qu'a apporté toute l'évolution du mental, qui a fait une dérivation assez pénible et transformée en la lumière d'une certitude et d'une paix supérieure. Et cela, ce n'était pas une chose qui venait et qui s'atténuait et qui revenait. Ce n'était pas cela, c'était une immensité pleine, solide, établie. Pas quelque chose qui vient, qui se présente et qui vous dit « ce sera comme cela ». C'était là. Et ce n'était pas une infusion dans le mental, c'était l'infusion dans la vie, dans la substance matérielle terrestre devenue vivante. Même les plantes participaient à l'expérience. Ce n'est pas une chose réservée à l'être mental. C'est toute la substance vitale, matérielle de la terre qui recevait cette joie du pouvoir de progrès. C'était triomphal. Un scintillement diamanté.
En me levant ce matin, j'ai eu l'impression qu'un coin était tourné. Et pas du tout, oh, mais pas du tout une chose subjective. Un coin est tourné pour la terre. Que les gens ne s'en aperçoivent pas, cela n'a aucune espèce d'importance. Comme Sri Aurobindo, ça s'explique tout seul. Et Mère ajoutait ceci. En tout cas, l'expérience a été décisive dans le sens qu'elle a coordonné toutes ces petites promesses éparses, tous ces petits progrès épars, les centaines de petites expériences qui poussaient de tous les côtés tandis qu'elle avançait en aveugle dans la forêt. Et il y avait la perception assez claire que bientôt l'état d'être ou la manière d'être, je crois qu'on dit le modus vivendi du corps, de cette parcelle de matière terrestre, pourrait être altérée, dirigée, entièrement conduite par la volonté directe, c'est-à-dire la grande conscience totale. Parce que c'était comme si toutes les illusions étaient tombées l'une après l'autre. Illusion de la maladie, de la mort, de la détérioration, de l'instinct de conservation, toutes les illusions physiologiques indiscutables qui collent avec la trame du mental physique. Et chaque fois qu'une illusion disparaissait, cela produisait une de ces petites promesses qui venaient se succéder, annonçant quelque chose qui viendrait plus tard. C'est seulement 4 ans plus tard, en 68, que cette grande volonté directe prendra possession des cellules sans passer par les filtres du mental, du vital, ni même les filtres plus spirituels, entre guillemets, du monde. Mais le pouvoir, il faut non seulement être capable de le supporter, et c'est toute la préparation, l'élargissement, l'universalisation, l'impersonnalisation qu'a dû subir le corps de Mère, mais il faut encore quelque chose qui l'accroche, si l'on peut dire, une sorte de turbine ou de condensateur, un élément fixateur qui fait que ça ne passe pas au travers comme un courant d'air. Qu'est-ce qui, dans ces cellules, peut bien condenser, fixer le pouvoir? C'était la toute première question que Mère se posait en 1958. Or, en 1965, il s'est produit une double découverte, négative et positive, tout à fait capitale et très simple. Au niveau cellulaire, il n'y a rien de spectaculaire. C'est le mental qui fait et aime les embarras, qui est le prélude, vraiment, la clé de la nouvelle espèce, ou peut-être plutôt du changement d'espèce. L'agent mutateur. Pour que se produise une mutation dans cette substance cellulaire, il faut qu'il y ait quelque chose qui mue ou qui cesse d'enrouler le courant
comme d'habitude, qui cesse de moudre sempiternellement les mêmes vibrations. Jusqu'alors, c'était le mental physique qui faisait office de condensateur et il avait sa singulière habitude de condenser les catastrophes et d'engrener le courant dans et selon les vieux schémas ataviques, médicaux, raisonnables. C'est extraordinaire avec quelle fidélité il reproduisait le Larousse médical, à se demander si c'est la maladie qui suivait le Larousse ou si c'est le Larousse qui suivait la maladie. Et Mère avait beaucoup essayé de le réduire au silence, de l'annuler. Mais elle s'est aperçue de ceci, qui est sa première découverte négative. C'était très difficile de s'en débarrasser, parce qu'il était si intimement lié à l'amalgame du corps physique et de sa forme présente. C'était difficile. Et quand j'essayais et qu'une conscience plus profonde voulait se manifester, cela produisait l'évanouissement. Je veux dire que l'union, la fusion, l'identification avec la présence suprême, ou le pouvoir, l'autre chose, le grand courant, sans ça, sans ce mental physique, en l'annulant, cela produisait l'évanouissement. C'est-à-dire que le mental physique était comme le lien, le connecteur entre la matière ou le corps et le pouvoir qui fait marcher la matière, anime la matière. On le supprime et plus rien ne retient le courant. Ça passe au travers, on s'évanouit. C'était donc comme la condamnation à mort du système humain. On ne peut pas se débarrasser de ce vieux fabricant de catastrophes. Sans lui, tout s'écroule. Il n'y a pas de mutation possible. On enroule la catastrophe jusqu'au bout. Il n'y a pas d'autre connecteur. Or, en 1965, un 21 juillet exactement, il s'est produit un tout petit phénomène microscopique, balbutiant, qui change toutes les données. Sous cette espèce de croûte fossilisée du mental physique, soudain quelque chose a jailli, une rupture, un trou dans la carapace et une autre voix, un autre murmure dans le corps. Il y a un petit espoir que ce mental matériel, le mental des cellules, se transforme. Tout d'un coup, voilà tout ce mental qui fait une prière. Une prière. Tu sais, comme je faisais les prières et méditations avant, l'ancien journal de Mère au début du siècle. C'était le mental qui faisait des prières. Il avait des expériences et il faisait des prières. Eh bien, voilà, maintenant, c'est l'expérience de toutes les cellules. Une aspiration intense. Et tout d'un coup, tout cela qui se met à l'exprimer en mots.
C'était comme si ce mental du corps, au nom du corps, c'est-à-dire que c'était le corps qui se commençait à se mentaliser, faisait une prière. Et il a beaucoup le sentiment de l'unité de la matière. Alors, il y avait le sentiment de toute la matière, matière terrestre, humaine. Et il a dit, les autres états d'être, le mental, le vital, peuvent se plaire aux contacts intermédiaires, c'est-à-dire aux relations avec tous les états d'être intermédiaires, les dieux, etc., les cieux, les illuminations, les révélations et les musiques de toutes sortes. Seul le Seigneur suprême peut me satisfaire. Et alors, tout d'un coup, il y avait cette vision si claire que c'est seulement ce qu'il y a de suprêmement parfait qui peut donner la plénitude à ce corps. J'ai trouvé cela intéressant. C'est le commencement de quelque chose. Cela a commencé par le dégoût, un dégoût écœurant de toutes ces misères, toutes ces faiblesses, toutes ces fatigues, tous ces malaises, tous ces tiraillements, ces grincements. Oh! Et c'était très intéressant parce que il y avait ce dégoût et en même temps, il y avait comme une suggestion qui venait de l'anéantissement, du néant, de la paix éternelle, la grande aspiration du mental physique, l'immobilité de la pierre. Et il a balayé tout cela, oui, le mental cellulaire lui-même a fait le balayage, comme si le corps se redressait. Hey, mais ce n'est pas cela que je veux. Et alors, c'était un éblouissement de lumière dorée. Je veux la splendeur de la conscience, de ta conscience. La première réaction pure de la conscience cellulaire. J'ai l'impression que c'est comme si on avait attrapé la queue de la solution. C'est tout un monde qui commence à s'ouvrir. Nous allons voir. Le mental des cellules lui-même qui réagit contre l'hypnotisme catastrophique du mental physique et qui balbutie une prière. Prière, ça veut dire verbe, ça veut dire vibration. La première vibration pure des cellules. C'était le nouveau connecteur du pouvoir, le mental des cellules, la démolition du vieux schéma, l'agent mutateur. Quelque chose qui allait enrouler le courant pur. Juste un petit murmure dans les cellules, un premier mantra de la matière. Comme une matière fraîchement née.
et une aspiration, une joie d'aspiration intense dans ces cellules, comme une respiration dorée au fond de la matière. Tout ce qui est mental, cela paraît froid et sec, oui, sec, sans vie. C'est lumineux, c'est joli, c'est agréable, mais c'est froid, c'est sans vie. Tandis que cette aspiration ici, oh, ça a une puissance de réalisation tout à fait extraordinaire. Si ça s'organise, quelque chose pourra être fait. Là, il y a une puissance accumulée. C'est la puissance même qui meut l'atome. Le pouvoir supramental pur. L'énergie de toutes les mutations et les transformations de la matière. Une puissance qui peut tout broyer et tout reconstruire. Maintenant, il fallait apprendre la nouvelle langue des cellules, organiser le nouveau mental de la matière, enrouler la vibration dorée jusqu'à ce qu'elle transmue la vieille écorce. Mais la clé était trouvée. C'est la clé de la traversée de la deuxième trame, celle qui nous ligote à un corps de mammifère comme elle ligote les autres à un corps aquatique ou reptilien. Nous nous demandons comment nous, pauvres êtres humains, pouvons traverser ce mur quand Mère et Sri Aurobindo ont dû déployer tant d'héroïsme et de ténacité pour effectuer l'opération. Mais le chemin est ouvert. Maintenant, on sait où est la clé. Toute la difficulté n'est pas dans la difficulté. Elle est de ne pas savoir comment prendre la difficulté. C'est tout le travail des pionniers de l'évolution, trouver le chemin. Maintenant, on sait. Il faut que les cellules engrainent un mantra et l'engrenage continuera tout seul. Il défera tout seul le vieil engrenage. C'est lui qui balayera la trame, lui qui purifiera les cellules automatiquement. Un pouvoir automatique. Il faut apprendre à planter un mantra dans le corps. Il répétera cela aussi bien que j'ai oublié de fermer le robinet du gaz ou je vais attraper un cancer ou... Il répétera comme un âne, 24 heures sur 24. C'est aussi simple que cela. Une découverte aussi capitale que le fonctionnement d'une petite vibration mentale dans quelques cellules grises. C'est peut-être bien la formule mathématique de Sri Aurobindo.